Bonjour Eric, Bonjour. merci d'avoir accepté d'être notre invité dans cette émission Mélodie de votre vie. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Je sais que vous avez un emploi du temps en ce moment un petit peu chaud. Lucie cartonne, vous êtes partout en promo et vous avez accepté de faire un petit tour pour venir nous rendre visite ici à la SACEM, qui est un peu votre maison, la Société des auteurs Oui, compositeurs de musique. je dors là, moi. Le piano est à vous d'ailleurs. Oui. Et donc, le principe de l'émission, vous l'avez compris, c'est de nous parler des artistes qui vous ont donné envie de faire ce que vous faites. En fait, de nous raconter un petit peu la bande originale de votre vie. Et c'est pas mal, parce que vous, des bandes originales, vous en avez fait quand même quelques-unes qui ont fait le tour du monde. Alors, on ne vous présente plus. Votre nom est associé pour toujours à Luc Besson. Je ne sais pas combien, il y a une dizaine de films avec Luc Besson. Je ne sais pas exactement, mais ouais, un peu plus de 10, je crois. Ça doit être, je sais pas, vous avez 11, très, très 12. peu bossé avec les autres, un petit peu. Très peu, ouais. Avec Didier Grousset, un petit peu. Vous avez fait quelques infidélités comme ça, mais Ouais, très peu. ouais, j'ai dû faire pas plus de 5-6 films sans Luc. Bon, Le Grand Ouais. Bleu, Nikita, Léon, et récemment Lucie. Mm. Donc voilà, c'est des mélodies et des images qu'on a tous dans les yeux, et des mélodies qu'on a tous dans l'oreille, qui ont fait le tour du monde. Vous la définiriez comment, votre complicité avec Luc Besson? C'est quoi? C'est parce que c'était lui, parce que c'était moi? C'est quoi? Non, je crois que c'est un coup de chance qu'on a. C'est qu'on s'est rencontrés très jeunes, on avait 18 ans. Et puis, ça fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on s'entend bien, on se comprend bien. Or, c'est pas évident au départ quand un metteur en scène et un musicien se rencontrent. C'est un petit peu comme un martien et un vénusien. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne parle pas la même langue, quoi, au départ. Lui, il s'exprime par des images, moi, par de la musique. Et on essaie de faire un truc ensemble qui parle surtout de choses tout à fait abstraites comme les sentiments, les émotions, les choses comme ça. C'est pas évident de bien se comprendre. Donc quand on a la chance que ça se passe bien, que ce qui a été notre cas, on a toutes les raisons de continuer. Et plus on continue, mieux ça se passe, puisqu'on se comprend de mieux en mieux. Donc voilà, c'est ce qui explique cette longue relation. Comme il y a eu d'autres cas comme ça, comme Morricone avec Sergio Leone, Oui. enfin voilà, comme il y en a plein. Enfin, il y en a plein, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a plusieurs. Et Nino Rota avec Voilà, avec Fellini. Avec son réalisateur fétiche. Donc c'est des coups de chance, quoi. Alors Eric, quand je vous ai demandé quels étaient les artistes qui vous avaient donné envie de faire ce métier, le premier nom qui est arrivé sur votre liste, c'est votre papa. Ben oui, forcément. Ouais, parce que oui, j'ai réfléchi qui m'a donné envie de faire ce métier. En fait, c'était une question assez difficile parce que je voyais pas ça comme ça, quoi. C'est-à-dire alors j'ai répondu d'abord mon père parce qu'effectivement mon père Votre était papa, Claude Serra, voilà, il était chansonnier je crois qu'il avait inventé un genre. Votre et il papa. avait inventé un genre qui s'appelait la chanson flash. Et ça cartonnait, il a eu ses heures de gloire, mais vraiment ça marchait très Un bien. petit exemple de chansons flash. La plus courte, c'était, ça c'était vraiment la plus flash. Il prenait sa guitare comme ça, puis il la faisait balancer, et la guitare faisait comme un égrainement des cordes, Oui. comme ça, un égrenage ou un égrenement, je sais pas comment on dit. Un balayage, on va dire. Voilà, il faisait oui, avant, il l'a présenté en disant chanson profonde, et il faisait ça, et plouf. Voilà, c'était la chanson. Et la chanson était terminée. Les paroles, c'était plouf. Le principe, c'était ça. C'était des chansons donc drôles, c'est des conneries, quoi. Et très, très courtes. Et effectivement, François Corbière a repris ça. À chaque fois, dans toutes les interviews, il cite mon père. D'ailleurs, il dit que c'est pas lui qui l'a inventé, mais que c'est mon père. Alors, c'est votre papa, je crois, qui à l'âge de 5 ans vous offre votre première guitare. Voilà, donc mon papa m'offre cette première guitare à 5 ans, et moi je le voyais tout le temps jouer à la maison, parce que comme il s'accompagnait à la guitare, à la maison il travaillait la guitare classique, quoi, donc il jouait du classique. Et moi je le voyais faire ça, et évidemment j'avais envie de faire pareil. Donc il m'a acheté ma première guitare classique d'études pour enfants, donc je crois que ça s'appelle un quart de taille, quand j'avais 5 ans. Et je ne voulais pas apprendre, c'est-à-dire que je ne voulais pas prendre de cours. Conservatoire, machin, non. Non, moi, je suis 100% autodidacte. Et D'accord. en fait, je ne voulais pas apprendre. Et il a eu cette intelligence de ne jamais me forcer. C'est-à-dire que, C'est-à-dire que le solfège, l'harmonie, la méthode rose. voilà, il ne m'a jamais forcé. Donc, apparemment,
quand je lui demandais souvent, je l'entendais jouer un truc, et je lui disais, ah, tu peux me montrer comment tu fais ça? Et il me montrait, puis mais il me disait, mais tu sais, si tu apprenais le solfège, du coup, tu pourrais apprendre tout seul. Et je lui dis, non, 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 et il n'insistait pas. Et ça, je pense que c'est ce qui a fait que la musique soit restée une telle passion et un tel univers pour moi de liberté, quoi. C'est vraiment mon univers de liberté. C'est le truc dans lequel je me suis réfugié toujours quand j'étais gosse et quand j'avais besoin de me réfugier quelque part. Et je pense que c'est grâce à ça, c'est resté le truc le plus pur et le plus, enfin, l'univers dans lequel personne ne m'a jamais rien imposé ou emmerdé, quoi. Et donc j'ai eu une enfance quelque part magnifique, quoi. C'était entre Greystoke et l'équivalent dans ma chambre avec ma guitare, quoi. Vous avez entre Greystoke et Jimmy Page. Justement, Jimmy Page, on y vient. Parce que je vous ai demandé, après votre papa, il y a Led Zeppelin. Voilà, c'est pour ça Led Zeppelin, que j'ai dit ça. Guitariste, Jimmy Page. Ouais. À quel moment vous vous êtes dit, c'est ça que je veux faire? C'est ça et rien d'autre. C'est ce métier-là. Mais bizarrement, je me suis jamais dit ça. Enfin, si, mais je me suis dit ça beaucoup plus tard. Je me suis dit ça beaucoup plus tard. En fait, c'est là qu'il y a un truc d'ailleurs très curieux que j'ai jamais compris. Mon père faisait ce métier, donc ça aurait dû être pour moi un truc tout à fait concret, quoi. C'est-à-dire, or, enfin si d'ailleurs, j'ai compris pourquoi, ça me revient maintenant. Or, moi, je ne voyais pas ça. Pour moi, c'était un truc abstrait. Musicien, ça n'existait pas vraiment, quoi. C'était un truc mystère, mythique. Oui, ça fait partie de votre vie. C'était pas sur la même planète. Or, pourtant, ça faisait partie de ma vie. Mon père le faisait. Mais moi, j'envisageais pas de devenir musicien, parce que pour moi, ça n'existait pas. Et je sais pourquoi. C'est parce que quand j'étais en 3e, je me souviens qu'on nous avait donné des dossiers d'orientation à Potassé. Non, à Potassé, pour voir ce qu'on avait envie de faire plus tard dans la vie. Et je me souviens que musicien, c'était pas marqué. Enfin, rockstar, c'était pas marqué. Non, mais vraiment. Jimmy Page, il n'y avait pas. Jimmy Page, il n'y avait pas. Et je me souviens qu'il y avait même astronaute, mais il n'y avait pas musicien. Et du coup, bizarrement, malgré le fait que mon père ait été musicien professionnel, etc., je me suis dit, comme c'était pas marqué, ça n'existait pas. Et le seul truc que j'avais vu marqué dans ce dossier et qui, pour moi, se rapprochait donc de ça, c'est ça qui est bizarre, le raisonnement était absurde, quoi. C'est ingénieur du son. J'avais vu, or ça, j'avais vu marquer ça dans des disques, donc je savais que ça avait un rapport. Mais c'est là que c'est bizarre, quoi. Donc j'avais vu marquer ingénieur du son dans cette liste, donc je me suis dit, je vais faire ça, au moins je serai proche de ça. C'est aussi parce que j'avais la chance d'être doué en maths et que de toute façon, ceux qui étaient doués en maths, ils allaient en C et tout le monde rêvait d'aller en C. Donc, et moi, ça me permettait de rien faire. Moi, je rentrais de l'école, je jetais mon sac dans un coin, je prenais ma guitare. Je voyais pas où était le problème, en fait. J'avais cette chance, j'avais une logique qui correspondait exactement à ce qu'on m'apprenait en maths. Donc j'écoutais les cours de maths et je me disais, oui. Ça me paraissait d'une logique. Donc j'avais pas besoin d'apprendre. Ça, c'était une chance inouïe. Et Jimmy Page, dans tout ça, il arrive quand? Alors, ça, c'est quand j'avais... ça a dû commencer vers 11 ans, un truc comme ça, 10, 11 ans, 12 ans. Et ça, parce que j'écoutais, j'adorais Led Zeppelin, c'était mon groupe préféré, et j'écoutais beaucoup Led Zeppelin. Et j'avais des posters dans ma chambre et tout ça, quoi. C'était quoi? C'était une révolte? C'était quoi? Si je vous dis Wall Lotta Love, ça vous... Alors, Wall Lotta Love, notamment, ce qui me terrassait dans ce morceau, c'est que j'avais un casque d'écoute, headphones, et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où tout le monde a des headphones. À l'époque, c'était un truc spécial quand même d'avoir un casque. Mais moi, j'avais un casque. Et alors, j'écoutais Wall Lotta Love au casque. Et dans Wall Lotta Love, pour ceux qui connaissent, il y a ce truc de stéréo à un moment là qui tourne et qui fait et qui tourne comme ça. Et moi, j'hallucinais. J'étais wow. C'était carrément de la science-fiction, quoi, à l'époque. Et quoi, Éric? Remettez le casque. Wall Lotta Love. On le regarde tout de suite.